Merci infiniment d'être venus aussi nombreux pour accueillir Éric Emmanuel Schmitt. Je présenterai rapidement, puisque M. Payon est là pour animer la soirée. Vous dire malgré tout, vous rappeler qu'Éric Emmanuel Schmitt est donc philosophe de formation, dramaturge d'abord, romancier ensuite, réalisateur, acteur, pianiste, musicien. Voilà, dans ces romans qui sont traduits aujourd'hui dans 45 langues et ces pièces de théâtre jouées dans plus de 50 pays, voilà, ce soir, il est venu nous présenter, entre autres, son dernier roman, Madame Pilinska et le secret de Chopin, paru aux éditions Albin Michel en mars dernier. Donc son œuvre foisonnante et son succès font de lui un des auteurs les plus lus et les plus représentés dans le monde. Alors pourquoi, comment, qu'est-ce qui explique qu'il y a un endroit, nous le verrons avec lui très certainement ce soir, un espace commun à tous, pour tous, dans ces histoires qui racontées où l'on peut tous se retrouver, s'identifier, s'interroger, trouver des réponses. Voilà, et je dirais que son zèle littéraire n'hésite pas à convoquer des mythes ou des personnages historiques tels que devenus des mythes. Pierre-Édouard en parlera très certainement en l'interrogeant. Freud, Mozart, Chopin, Anne Frank, Einstein, Hitler et Dieu aussi. Voilà. Il dit que écrire, c'est écouter et être attentif à ce que lui disent les personnages qui l'habitent, à ce que raconte la vie. Il parle non pas de son bureau, mais je l'ai entendu parler de son écoutoir. Il nous expliquera sans doute ce qu'il entend par là. Voilà, donc il nous tarde en tout cas de pénétrer dans son écoutoir un petit peu ce soir, dans l'antre de l'écrivain. Donc merci infiniment de nous ouvrir la porte de votre écriture, Monsieur Schmitt. Voilà, et je pense que l'homme de la situation, pour l'interroger, vous étiez rencontré, on le disait en loge il y a quelques années déjà, et Monsieur Payon, qui vient pour la deuxième fois, le mois dernier, avec la rencontre avec Monsieur Bussy. Voilà, une mission délicate, mais je disais l'homme de la situation, puisque vous êtes aussi journaliste et critique spécialisé à la fois dans la littérature et le cinéma, le monde de l'image. Vous écrivez pour le Nouveau Magazine littéraire et styliste et collaborez pour d'autres titres comme Marianne et Criticat. Voilà, parallèlement à l'écriture d'articles, vous animez des rencontres donc et des débats au cinéma et des événements littéraires comme ce soir. Sans plus attendre, je vais demander à Monsieur Éric Emmanuel Schmitt de nous rejoindre. Merci beaucoup. Je voulais dire à Monsieur Schmitt que c'est un grand moment pour nous. La ville d'Enghien est ravie de vous accueillir, aussi parce que je vous ai courtisé longtemps. Vous l'ignorez, j'ai courtisé votre venue, je veux dire. Oui, longtemps dans les forums FNAC, au Virgin. Bon, voilà. Et grâce à mon amie Angela Assouline qui est là, ce soir, cette rencontre est rendu possible. Merci infiniment. Je vous souhaite à tous de passer un très bon moment. On se retrouve ensuite pour la dédicace et boire un verre ensemble. Et puis les questions aussi. Donc je ne sais pas, on va peut-être faire 40 à 45 minutes. Quand c'est un peu trop, vous me faites signe. Et puis un jeu de questions-réponses. On rassemblera peut-être les questions. Merci infiniment. À tout à l'heure. Merci. Bien, merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être ici aussi nombreux. Donc, j'ai le plaisir d'être avec Éric Emmanuel Schmitt ce soir pour cette rencontre autour de son dernier livre, Madame Pilinska et le secret Chopin. Françoise l'a déjà un peu dit, vous êtes l'auteur d'une œuvre qui est assez protéiforme, qui va donc du roman aux essais, théâtre, nouvelles. Vous êtes passé 2 fois derrière la caméra donc pour adapter vos œuvres au cinéma. Vous faites quelques apparitions sur les planches aussi.
Votre vocation vient d'abord du théâtre, Oui. puisque c'était après une représentation de Cyrano de Bergerac quand vous étiez enfant, vous en êtes sorti et vous avez dit à votre mère que vous vouliez être comme le monsieur sur l'affiche. Sauf que Je voulais être le monsieur qui fait pleurer tout le monde. Voilà. Parce que c'était Cyrano de Bergerac, j'avais beaucoup pleuré. Et effectivement, ma mère me dit... Ah bon, tu veux être comédien? Parce que le comédien qui jouait Cyrano, c'était Jean Marais. Elle dit, tu veux être comédien comme Jean Marais? Elle était amoureuse de Jean Marais de façon désespérée depuis une trentaine d'années. Et moi, je me tourne vers l'affiche et je regarde l'affiche et je dis non, je veux faire Edmond Rostand. Et Oui. voilà. Oui, bah C'est un drôle de but dans la vie, vouloir faire pleurer tout le monde. Donc Françoise l'a rappelé tout à l'heure aussi, vous êtes philosophe de formation, vous êtes passé par l'École normale supérieure, vous êtes agrégé de philosophie, vous êtes auteur d'une thèse sur Diderot et la métaphysique, et vos premières œuvres, la pièce de théâtre La Nuit des Valognes qui a été montée en 1991 et La secte des égoïstes qui est votre premier roman publié en 1994, portent encore assez fortement justement la marque de ce parcours. Alors 2 ans après la fin de votre doctorat, votre approche de la philosophie va se teinter d'une coloration davantage spirituelle, je dirais, puisque en 1989, vous vivez une extase mystique dans le désert du Sahara. Et au cours de cet épisode, c'est là que vous dites que la foi vous fut révélée. Vous racontez donc cet épisode dans un de vos récents romans, qui est La Nuit de Feu, qui est paru en 2015. Et dans un livre d'entretien qui est donc... Plus tard, Je serai un enfant, que vous avez fait avec Catherine Lalanne, vous dites que c'est à ce moment-là que vous comprenez que tout a un sens et que j'ai décidé de devenir le scribe de cette joie qui vous a rempli à ce moment-là. Vous êtes un auteur de la joie, vous êtes un auteur de l'optimisme, vous êtes même membre de la Ligue des optimistes depuis 2005. Et je pense que c'est membre fondateur. Bon, d'abord, c'était un truc belge, la Ligue des optimistes, parce que c'était une idée comme ça, comme peuvent seulement en avoir les Belges. Ils avaient formé la Ligue des optimistes. Je trouvais ça tellement drôle que je leur ai dit oui. Et on avait sorti un parapluie sur lequel s'écrivait cette phrase. Lorsqu'on l'ouvrait, c'est un beau jour de pluie. Voilà. Et puis après, c'est devenu français. Mais je pense que les Français en ont plus besoin que les Belges. Ils sont moins optimistes. Non, c'est vrai. Mais donc, cet optimisme qui marque toute votre œuvre et votre façon de voir le monde, je pense, c'est peut-être donc ce qui fait que ce n'est pas sans vous plaire, sûrement, que le théâtre Rive Gauche, dont vous avez repris la direction en 2012, se trouve rue de la Gaîté à Paris. C'est vrai. Alors, vos œuvres sont... J'avais jamais remarqué. C'est vrai. Mais oui, c'est voilà. Alors, certaines de vos œuvres sont rassemblées dans des cycles. Alors, un des cycles, c'est Le bruit qui pense, sont des essais qui sont consacrés à la musique. Il y a eu Ma vie avec Mozart en 2005, Quand je pense que Beethoven est mort alors que tant de crétins vivent en 2010. Et vous avez un autre cycle qui est le cycle de l'invisible et qui se focalise un peu plus sur la religion, sur le spirituel. Alors parmi les romans qu'il compose et qui sont les plus célèbres, on peut citer Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran ou Oscar et la Dame Rose, mais aussi donc le livre qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire Madame Pilinska. Donc dans ce livre, il y a un jeune narrateur qui vous ressemble en tout point, on va avoir l'occasion de parler autobiographie ou non, et qui est initié à Chopin par cette Madame Pilinska, qui est une professeure aux méthodes pour le moins originales ou particulières. Par exemple, sa première leçon, elle vous dit de vous allonger sous le piano pour ressentir physiquement la musique, et vous repartez de la première leçon sans avoir touché une seule fois au piano. Alors, je précise que c'est un piano droit. C'est un piano à queue. Oui, je ne peux pas me glisser sous un piano droit. Alors, je m'interrogeais sur le fait que ce livre, qui est donc un livre sur la musique, se retrouve dans le cycle de l'invisible plutôt que dans celui du bruit qui pense. Alors, est-ce que c'est votre éditeur ou c'est vous qui avez décidé de le rattacher? Parce que spontanément, c'est vrai qu'on aurait plutôt envie de le rattacher. Eh bien, vous avez complètement raison. J'étais en train d'écrire Madame Pilinska, le secret de Chopin, et je déjeune avec mon éditeur, comme je fais souvent, et il me dit, qu'est-ce que tu es en train d'écrire? Et je lui raconte. Je lui dis, voilà, je raconte l'éblouissement que j'ai eu à l'âge de 9 ans, lorsque une de mes tantes est venue à la maison. Elle s'appelait Aimée, tante Aimée. Et
Et elle a regardé ce buffet que je détestais, ce bahut là, que martyrisait ma sœur, parce que ma sœur était censée apprendre le piano, ma sœur aînée. Et donc je détestais absolument ce piano, je tournais autour, essayant de l'éviter. Et elle s'assoit et elle tire de ce piano des sons absolument enchanteurs. J'ai l'impression que le temps s'arrête, j'ai l'impression que de la lumière rentre dans la pièce. Et à la fin, je lui dis qu'est-ce que c'était, et elle me dit Chopin. Et donc moi, le soir même, j'ai demandé à mes parents d'apprendre la musique et d'apprendre le piano. Et j'ai appris le piano, j'ai appris la musique, et j'ai toujours voulu jouer Chopin. J'arrivais à jouer correctement d'autres auteurs, mais Mozart, mais Chopin, non. Et donc, voilà. Et je raconte à mon éditeur, alors voilà, je prends des cours avec cette Madame Piniska, et au premier cours, elle me fait allonger sous le piano à queue pour ressentir les vibrations. Et puis, le travail de la semaine, c'est aller au Jardin du Luxembourg, apprendre à cueillir des fleurs sans faire tomber des gouttes de rosée, pour avoir un toucher délicat, pour avoir une respiration qui va jusqu'au bout des doigts. Et puis l'autre travail que j'ai à faire, c'est écouter le silence, parce que la musique sort du silence et y retourne, et elle en est même cousue. Donc si on ne sait pas écouter le silence, on ne sait pas écouter la musique. Et puis le troisième cours, c'est apprendre à faire des ronds dans l'eau, au Jardin du Luxembourg, c'est-à-dire pour voir comment une onde se crée, se propage et meurt. C'est exactement comme un son. Et je lui raconte tout ça. Alors il m'écoute avec des grands yeux comme ça, mais il me dit, mais ça fait partie du cycle de l'invisible. Parce que c'est un conte initiatique. Ah, je lui dis, oui, tu as raison. Et puis, j'ai vraiment réfléchi. Il a totalement raison, parce que je parle dans cette histoire de la musique comme quelque chose, comme un adjuvant spirituel, comme une aide spirituelle. C'est-à-dire que les cours que j'ai pris avec Madame Piniska, ces cours de piano, m'ont pas appris à devenir pianiste, mais m'ont appris à écouter, à devenir attentif, à aimer les nuances, parce que Chopin, c'est le royaume de la nuance. C'est-à-dire qu'au fond, elle m'a appris beaucoup plus que la musique et le piano. Elle m'a engagé dans un rapport au monde, et donc, c'est ce que je disais de toute façon dans le cycle de l'invisible, les musiciens sont plus que des musiciens. Les grands compositeurs, c'est plus que des compositeurs, c'est des guides, des maîtres spirituels, des philosophes, des gens qui nous aident à vivre. Mozart peut me donner de la joie, Beethoven peut m'exalter, Schubert peut me tirer des larmes, Chopin aussi, et à chaque fois, ce sont des leçons de philosophie que je reçois, des leçons de spiritualité. On en parlera peut-être plus. Donc finalement, ce texte qui était à cheval entre les deux cycles, le cycle du bruit qui pense et le cycle de l'invisible, je l'ai mis dans le cycle de l'invisible. Ce qui m'a permis d'être encore plus fantaisiste, puisque je savais que j'étais dans une série de contes que j'ai écrit. Oui, alors c'est un récit initiatique, ça tire un peu vers le conte. Il y a des scènes qui sont... on a l'impression qu'ils sont très mises en scène aussi. Donc en fait, on est toujours entre le roman, comme ça, et l'autobiographie. Il y a une part entre les deux. Et ça me fait penser justement dans le livre d'entretien que vous avez fait à Catherine Lalanne, où vous dites que « Je tais mes secrets, je ne les livre que métaphorisés, transformés, transposés ». Et vous dites même « Soit on dit, soit on écrit ». Et que vous dites à vous-même à un moment donné, ne confond pas un roman et une attestation sur l'honneur. Et donc, c'est dur de savoir dans le livre où s'arrête en fait vraiment l'autobiographie, où commence le roman. Alors, je ne vous demande pas forcément de démêler les deux, mais... Je sais encore, bientôt je ne saurai plus. Non, mais ça, je pense, c'est une attitude fondamentale dans la vie, c'est-à-dire soit on est littéral, soit on est littéraire. Soit on est littéral, c'est-à-dire on dit tout de soi, soit on tait un certain nombre de choses de soi et on est littéraire. C'est-à-dire qu'on le dit à travers des formules, à travers des fictions, à travers des histoires. Je peux dire beaucoup plus de choses en étant littéraire qu'en étant littéral. Vous voyez ? Écrire, c'est pas vomir. Écrire, c'est pas tout dire de soi et tout montrer de soi. Écrire, c'est donner une forme aux choses pour que l'autre les reçoive. Et du coup, il y a un processus d'élévation et de sublimation qui fait l'écriture et qui est le propre du rapport qu'on a avec son lecteur. Moi, le lecteur est perpétuellement présent quand j'écris. Comme quand j'écris une pièce, le quatrième mur, ici, est perpétuellement présent et j'essaye de parler avec lui, de dialoguer avec lui, d'avoir une partition, une relation vivante avec le lecteur. Donc c'est vrai que voilà, dans le livre, le héros s'appelle Éric Emmanuel, ce qui est quand même un prénom plutôt rare. Bien sûr, c'est moi.
c'est moi. Mais Madame Pilinska, je suis désolé de le dire, n'a jamais existé. Par contre, moi, j'ai tout le temps pris des cours de piano et tout ce que je raconte sur mon désir de musique et sur la découverte de l'écriture, etc., tout cela est vrai. Donc voilà, vous êtes tous... on sait ce que c'est. Vous avez tous un jour eu la possibilité d'aller à un bal masqué ou de vous déguiser. Sous un masque, on dit tout. Sous un masque, on ose tout. Sous un masque, on peut enfin être vrai. N'est-ce pas ? Parce que sans masque, on prend des précautions. On gère son image, on gère son rapport aux autres. Par contre, sous un masque, tout peut enfin se dire. Alors, on va comme ça, donc, dans le livre donc, de l'autobiographie au roman. On ne sait jamais très bien entre lesquels si on est toujours dans l'un ou dans l'autre. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que vous avez réellement longuement hésité entre devenir écrivain ou compositeur. Oui. Et vous racontez même que vous aviez écrit une petite fable dans laquelle votre mère avait accouché d'un Éric et d'un Emmanuel, deux jumeaux. Il y en a un qui était prédisposé à devenir écrivain. Ma mère, dans l'histoire que je raconte, oui. Ma mère, effectivement, mais elle voit une voyante qui lui dit l'un sera écrivain et l'autre sera musicien. Et puis je raconte que ma mère a fait une fausse manœuvre et un des deux jumeaux s'est noyé. On n'a jamais su lequel. Et moi, qui suis celui qui reste, par prudence, elle m'a appelé Éric Emmanuel. Mais je ne sais jamais si je suis l'écrivain ou le musicien. Et qu'est-ce que vous avez décidé alors finalement plutôt pencher pour l'écriture quand même. Je crois que j'écris avec la nostalgie du musicien que je n'ai pas été. J'essaye de mettre la musique dans mon verbe, de la musique dans ma parole, dans mes histoires, et puis transmettre cet amour de la musique. Très sincèrement, j'ai étudié la musique assez sérieusement puisque je suis allé jusqu'au conservatoire en supérieur. Donc, les dictées à plusieurs voix, etc. Bon. Mais je n'ai pas d'imagination musicale. Quand je compose un morceau, ça ressemble toujours au morceau de quelqu'un d'autre. C'est du faux Poulenc, du faux Debussy, du faux Ravel. Alors que j'ai à côté de ça une imagination littéraire qui est sans fond, quoi. C'est-à-dire que je m'assois et l'histoire sort. Donc j'ai fini par comprendre que j'étais plutôt sans doute le Éric que le Emmanuel. Alors, justement, entre la musique et la littérature, ce n'est pas la même chose. Les deux arts travaillent deux choses très différentes. Alors, en lisant votre livre, ça m'a fait penser à une citation du musicien anglais Elvis Costello, que j'aime beaucoup, et qui dit « Écrire sur de la musique, c'est comme danser sur de l'architecture ». Il y a quelque chose d'assez absurde, en fait, dans le fond. L'écriture et la composition sont donc deux activités qui n'ont rien à voir. Et d'ailleurs, Madame Pilinska le souligne dans le livre à un moment donné, où elle dit « Chopin est musicien, lui, il n'emploie pas les mots parce qu'il a autre chose à dire que ce que disent les mots. » Bien sûr. Et si vous avez pensé à une autre citation, pour le coup donc, de Kubrick, qui disait que si ça peut être écrit ou pensé, alors ça peut être filmé. Mais est-ce que ce ne serait pas plutôt finalement pour vous, peut-être l'inverse, c'est-à-dire que si ça ne peut pas être écrit ou pensé, alors peut-être que ça peut tout de même être composé ou joué sur un instrument. Est-ce que cette idée comme ça vous convient ? C'est-à-dire que les arts ne se chevauchent pas et développent chacun un peu leur particularité en fonction en fait de leurs moyens d'expression. Moi c'est exactement ce que je pense. Chaque art a quelque chose de spécifique. Je veux dire, ce que la littérature propose, la musique n'est pas capable de le faire. C'est-à-dire l'élaboration du sens, la recréation du réel et de la complexité du réel. La musique n'en est pas capable, mais la musique est capable de choses dont la littérature n'est pas capable. C'est-à-dire, je ne sais plus c'est Nietzsche qui disait ça. Non, je ne sais plus. Je crois que c'est Stravinsky, il disait la musique commence quand la littérature s'arrête. C'est-à-dire que, et effectivement, c'est ce que je fais dire à Madame Pilinska, Chopin n'utilisait pas les mots parce qu'il avait autre chose à dire que ce que disent les mots. En fait, il crée un monde, comme tout compositeur, il crée un monde dans lequel il nous convie et où nous avons envie d'aller. Et c'est pas pour nous dire des choses, c'est pour nous permettre à nous de découvrir des choses en étant dans son monde. Mais par contre, ce que je crois, c'est que même si les arts sont différents, ils peuvent s'influencer les uns les autres. Ainsi, moi, à la fin de mes cours avec Madame Pilinska, elle me dit qu'elle retourne en Pologne, donc que je ne la verrai plus et que nos cours s'arrêtent.
Mais je lui dis, mais c'est terrible parce que vous allez me manquer. Elle me dit, j'espère bien. Je vous souhaite même inconsolable. Mais elle dit, mais vous n'avez plus besoin de moi, vous jouez très bien Chopin. Je lui dis, non, je ne joue toujours pas bien Chopin. Et elle me dit, si, vous jouez très bien Chopin, mais pas sur un piano. C'est-à-dire que... Et là, je ne comprends pas, et elle me dit, vous écrivez. Elle avait deviné que j'écrivais, et qu'en fait, ce que j'avais de créateur était quelque part, mais sur la page. Mais cette écriture, elle a été modifiée par Chopin, par la recherche de Chopin. C'est-à-dire, j'écris, comme dit Madame Piniska, j'écris piano fermé et non pas piano ouvert. Vous savez, quand il y a un piano à queue, il y a un couvercle. Eh bien, les deux grands solistes rivaux et amis du 19e siècle, c'était Liszt et Chopin. Liszt jouait piano ouvert, c'était extrêmement sonore, c'était spectaculaire, la virtuosité était un spectacle. Chopin jouait piano fermé. Il fallait qu'on s'approche pour écouter. Et la virtuosité ne se montrait pas. Elle était juste quelque chose qui s'effaçait devant l'évidence musicale. Eh bien, moi, j'essaie vraiment d'écrire piano fermé. C'est-à-dire que je crois que un texte comme une musique ne s'adresse pas à la foule, ça s'adresse à une personne, la personne qui est en train de vous lire. C'est un rapport intime. L'intimité, la valeur de l'intimité dans l'écriture, c'est Chopin qui me l'a appris et qui en a fait un idéal pour moi dans l'écriture. Et puis le goût de la nuance. Chopin emmène son auditeur dans la nuance. Moi, j'essaye aussi d'emmener mon lecteur dans la nuance et dans le plaisir de la nuance. Et je pense véritablement que les sons les plus beaux d'un texte ne sont pas les plus puissants, mais les plus doux. Je crois beaucoup à... C'est moi, je suis désolé. Voilà. Je crois beaucoup à la douceur. Je crois beaucoup au pouvoir persuasif et mobilisateur de la douceur, du murmure, etc. Tout ça, c'est un art qui n'a rien à voir avec la musique, mais tout ça, en littérature, c'est Chopin qui me l'a appris. Est-ce que, quand vous écrivez, vous pensez aussi beaucoup comme ça aux limites de l'écriture, aux insuffisances du langage, à ce que vous ne pourriez pas dire autrement? Est-ce que, dans ce cas-là, vous baissez les armes, vous renoncez à dire certaines choses parce que vous sentez que c'est impossible ou Non. Je sais que je peux arriver à produire quelque chose qui peut être semblable à ce que produit la musique, mais avec des processus extrêmement compliqués. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, une musique, en 3 notes, elle peut vous saisir et vous émouvoir, en 3 notes. Un écrivain, lui, il est obligé d'inventer une histoire, de déployer un grand processus narratif pour arriver à créer une émotion semblable. Donc je sais que je n'ai pas les mêmes moyens, mais que je peux arriver aussi à faire naître des pensées neuves, à faire naître des émotions neuves auprès de mon lecteur, mais avec des moyens très différents, oui. Il existe quand même tout de même une langue musicale, quoi. Je pense tout d'un coup juste aux premières phrases, par exemple, de Lolita, où vraiment il y a un rythme, il y a une façon d'écrire comme ça. Et ce qui me fait penser que... je me cherche... c'est que vous dites à un moment donné que oui, j'invente des livres pour qu'on entende la musique, et que vous dites que vous vérifiez continuellement vos pages à l'oreille. Oui. Alors, dans votre cycle Le bruit qui pense, vous avez prouvé donc que vous êtes un écrivain qui est mélomane, c'est-à-dire qui aime la musique, mais vous êtes aussi donc un écrivain musical, c'est-à-dire que donc vous cherchez une mélodie dans l'écriture et dans la langue. Alors, par ailleurs, je me disais que cette recherche de la mélodie rejoint aussi sûrement une quête de l'harmonie, c'est-à-dire pas seulement en fait au niveau des sonorités, mais aussi dans votre manière d'utiliser le romanesque ou la dramaturgie pour réintroduire la cohérence qui manque souvent à notre monde, c'est-à-dire réajuster les éléments qui composent nos vies pour qu'ils produisent enfin le sens qui sinon nous échappe en fait. Est-ce que c'est quelque chose qui correspond à peu près à votre façon d'aborder l'écriture? Non, mais bien sûr, on écrit tous pour mettre de l'ordre dans le désordre. On est né, on s'en est pas rendu compte. Quand
Quand on mourra, peut-être qu'on ne s'en rendra pas compte. Certains le souhaitent, d'autres non. Moi, je n'ai pas d'avis sur la question. Ce que je veux dire, c'est que notre histoire n'a ni commencement ni fin dans notre conscience. Et ça nous manque. Alors que le propre des histoires qu'on nous raconte ou qu'on écrit, elles ont un début et une fin. Tout d'un coup, on met de l'ordre dans le réel. Et il y a une logique des événements, etc. Toute écriture est théologique. Toute écriture est le déploiement d'un sens, d'une justification, du sens, mais de l'ordre. Ou alors, c'est un propos délibéré qu'on cassera le sens. Mais c'est à partir d'une idée qu'il y a du sens. Donc, oui, bien sûr, il y a forcément ça. Moi, j'écris, vous savez, j'écris pour essayer de comprendre le monde. J'écris pas pour dire le sens échappe tout de même. Oui, moi j'écris pas pour dire ce que je pense, j'écris pour découvrir ce que je pense. Chaque livre est une aventure sur un sujet qui me permet de découvrir exactement ce que je pense. Donc c'est une aventure à laquelle je vous confie parce que je vous convie parce que vous allez la faire avec moi quand vous me lirez. Mais je suis pas quelqu'un qui écrit pour dire ce qu'il pense. Je suis quelqu'un qui écrit pour explorer, pour découvrir ce qu'il pense. Un livre est un voyage vers une réalité humaine. Que j'avais généralement pas encore assez bien abordé, et le livre me permet de faire le chemin. Moi, je suis passionné par le labyrinthe que nous sommes. Nous sommes les humains. Nous sommes un labyrinthe. Nous sommes tous très complexes. Moi, je suis fasciné par la complexité humaine. J'aime la complexité humaine. Parfois, elle me fait souffrir, comme chacun de nous, mais j'aime cette complexité. Et moi, vraiment, j'ai décidé que je passerais ma vie dans le labyrinthe et que j'essayerais pas d'en sortir. Mais j'ai envie d'en explorer tous les coins. Et c'est ça, écrire. Mais justement, comment est-ce que vous faites pour avoir cette certitude ou cette foi dans le fait qu'il y a un sens dès lors que voilà, tout paraît inextricable ou la grande complexité de l'être humain? Non, mais... Alors, je vais être oublié. Vous avez tout à l'heure évoqué le fait que dans le désert, effectivement, j'ai vécu quelque chose de fondateur dans ma vie. Oui, effectivement, quand j'avais 28 ans, j'ai fait un voyage dans le désert au mois de février 89. Et je suis rentré dans le désert athée, j'en suis ressorti croyant. J'étais pas du tout le bon client de cette histoire-là. Parce que j'étais né athée dans une famille athée, j'avais reçu une instruction athée, à l'école normale supérieure Rudum, j'étais élève de Jacques Derrida. Vous travailliez sur Diderot. Voilà, j'avais fait ma thèse sur Diderot et la métaphysique, c'est-à-dire quand même un des plus grands athées qui existent. Et puis j'étais très bien installé dans mon athéisme, donc j'étais pas du tout en quête. Et il se trouve que j'ai vécu, je me suis perdu pendant 30 heures dans ce désert sans rien à boire, sans rien à manger, et que j'ai vécu sous les étoiles une nuit que j'ai appelée dans mon livre la nuit de feu, reprenant l'expression de Pascal lui-même, qui décrivait ainsi la nuit où il avait reçu la foi, parce que Pascal aussi n'avait pas la foi, il a reçu une nuit, Blaise Pascal. Et donc voilà, j'ai vécu cette nuit de feu. Dans cette nuit-là, j'ai vécu une sorte d'extase qui m'a permis d'aller à la rencontre et de disparaître dans cette rencontre, puis de revenir à moi. Qu'est-ce que ça a changé? Je ne sais rien de plus. Je ne sais rien de plus. Mais j'habite mon ignorance d'une façon nouvelle. C'est-à-dire, je crois, je fais crédit, j'ai confiance. Quand je ne comprends pas, je me dis quelque chose m'échappe. Avant, quand je ne comprenais pas, je pensais que c'était absurde ou dépourvu de sens. C'est très orgueilleux, le nihilisme ou une certaine forme d'athéisme. C'est très orgueilleux puisque ça consiste à dire « je ne comprends pas, donc c'est qu'il n'y a rien à comprendre ». Moi, maintenant, quand je ne comprends pas, je me dis quelque chose m'échappe. Il y a un sens qui m'échappe. C'est ça la différence entre l'absurde et le mystère. L'absurde, c'est penser que les choses n'ont pas de sens. Le mystère, c'est penser que même quand on ne comprend pas, il y a un scintillement du sens, il y a du sens caché, il y a du sens derrière. Et donc voilà, ce que ça a changé, c'est que maintenant, j'ai confiance dans le mystère, alors qu'avant, je n'avais pas confiance dans le mystère. J'étais l'angoisse même au sein du mystère. Vous voyez ? Donc, encore une fois, ce qui est très important, c'est de dire que croire n'est pas savoir. Croire n'est pas savoir. Ce que je sais n'est pas ce que je crois, et ce que je crois n'est pas ce que je sais. Et pour dire les choses très clairement, si vous me demandez est-ce que Dieu existe, je vais vous répondre, je ne sais pas, mais je crois que oui. C'est-à-dire, je ne sais pas, agnosko en grec, agnosticisme, agnosko, je ne sais pas,
Mais je crois que oui. Donc je suis un agnostique croyant. Voilà. Et puis vous posez la question à mon ami André Comte-Sponville, il va vous dire « je ne sais pas, mais je crois que non ». C'est un agnostique athée. Et puis vous posez la question à mon voisin et il va vous dire « je ne sais pas, je m'en fous ». C'est un agnostique indifférent. Et il a le droit aussi. Les trois sont honnêtes parce que les trois disent « je ne sais pas ». Le problème commence quand quelqu'un dit « je sais ». Par exemple, je sais que Dieu n'existe pas, ça donne Staline, ou Hitler d'ailleurs. Je dis Staline parce que j'étais en Géorgie jusqu'avant-hier. Et puis si quelqu'un dit « je sais que Dieu existe » et il m'a dit de faire ceci ou cela, là, il y a aussi risque de fanatisme, d'intégrisme et de violence. Parce que la violence vient du refus du doute, vient du refus de l'incertitude. Donc, il ne faut surtout pas confondre croire et savoir. Voilà, moi je ne sais pas, mais je crois. Donc, c'est pour répondre à votre question, je fais confiance. Donc, quand j'explore l'être humain, c'est toujours avec ou l'univers, c'est toujours avec ce fond de confiance, de crédit que je fais au mystère. Et donc, ce qui me permet parfois de traiter des sujets extrêmement graves, sans désespérer ni moi-même, ni mon lecteur. Par exemple, je veux dire, j'ai écrit sur des sujets qui, normalement, sont absolument tabous. Oscar et la Dame Rose, c'est sur la maladie de l'enfant, c'est un sujet tabou. Et en plus, l'enfant meurt. Et pourtant, le livre n'est pas désespéré ni désespérant. C'est un hymne à la vie, avec le sens du mystère qu'est la vie. J'ai pu écrire sur Hitler comme dans La part de l'autre. Écrire sur Hitler, franchement, vous savez, c'est une épreuve. Parce que se consacrer tous les jours à essayer de comprendre quelqu'un que l'on déteste, je dis comprendre, ce n'est pas justifier, comprendre de l'intérieur. Mais si je peux explorer les ténèbres, c'est parce que j'ai une torche, c'est parce que j'ai la lumière, c'est parce que j'ai la confiance. Donc voilà, c'est important que vous me posiez cette question parce que c'est comme ça que je peux avancer dans mon trajet d'exploration de l'homme et dans mon écriture. Je peux aborder les sujets les plus graves parce que j'ai une torche, cette confiance. Vous parliez beaucoup de mystère, comme ça. Alors, le lieu par excellence, probablement, du mystère, ça va être... Enfin, oui, la forme du mystère, ça va être le silence. Et le silence, c'est un sujet qui revient souvent dans Madame Pilinska, oui. Où Madame Pilinska dit « Chopin écrit sur le silence, sa musique en sort et y retourne, elle en est même cousue. Si vous ne savez pas savourer le silence, vous n'appréciez pas la musique. » Et récemment, en fait, j'étais tombé sur un entretien du compositeur Pierre Jodlowski, qui travaille en ce moment avec les percussions de Strasbourg, et qui dit « Le silence est la seule condition dont on a besoin pour qu'il y ait de la musique. S'il n'y a pas de silence, il n'y a pas de musique. » Je trouve la chose relativement énigmatique. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur le sujet, sur le rapport comme ça, le silence, la musique et la condition ? Je vais vous intriguer encore plus. Quand j'étais professeur de philo à l'université, je l'ai été que 5 ans. J'ai été rattrapé par le succès très vite. Je donnais à mes élèves, alors prenez une copie, je donnais à mes élèves comme sujet « Le silence est-il athée ?» C'est-à-dire que c'est comme ça que je vais pouvoir répondre à votre question. Parce qu'il faut toujours remonter aux questions avant de donner des réponses. Est-ce que le silence, c'est rien? Ou est-ce que le silence, il est gros de quelque chose d'autre que le silence? Je crois qu'en musique, le silence, ce n'est pas rien. C'est une sorte de fond infini sur lequel quelque chose de fini va se poser. C'est comme la page blanche pour le croquis du peintre. Ce n'est pas rien, cette page blanche, c'est le fond infini ou fini sur lequel c'est le fond infini sur lequel quelque chose de fini va se dessiner et se poser. Je crois que véritablement, le silence est ça, le soubassement infini sur lequel quelque chose de fini, un son, la musique, peut se créer. Donc le silence fait fond, comme l'infini fait fond sur le fini. Voilà, je suis obligé de vous répondre en termes métaphysiques. J'avais une autre citation de Madame Pilinska que j'ai trouvée assez marquante, qui est « Bach pratiquait le dessin, Chopin la peinture ». Alors, ce qui me fait penser à la querelle du coloris, qui est donc un débat esthétique qui anima le milieu de la peinture à la fin du XVIIe siècle, et qui opposa donc les tenants de la couleur contre ceux du dessin.
Alors, pour faire rapidement, j'emprunte en plus les termes à un article d'Hervé Aubron. Alors, il dit que d'un côté, il y a la couleur puis ceux du dessin. Donc, il y a ceux qui sont pour ce qui déborde, contre ceux qui sont pour ce qui circonscrit, ceux qui vibrent contre ceux qui fixent, et la chair qui palpite contre l'esprit qui tranche et qui clarifie. Alors, le fin fond donc, du débat, ça va être que le dessin viserait l'exposition d'une forme idéale, c'était à peu près ça, contre la couleur qui se laisserait imprégner par le réel. Alors, spontanément, j'aurais plutôt envie de vous rapprocher du côté du dessin, mais je ne sais pas si vous seriez nécessairement d'accord avec cela. Est-ce que vous seriez donc plutôt Bach ou Chopin, d'ailleurs? Moi, j'ai une écriture qui dessine, ça c'est clair. J'ai une écriture qui est précise. C'est pour ça que je suis facile à traduire dans certaines langues et difficile à traduire dans d'autres. Par exemple, je suis facile à traduire en allemand parce que mon français est précis et concis et l'allemand, c'est précis et concis. Je suis très difficile à traduire en anglais parce que si l'anglais est concis, l'anglais n'est pas précis. Donc moi, je perds énormément dès que je suis traduit en anglais. Alors que je suis très facile à traduire en allemand ou en italien, etc. Non, moi, je pense que ma phrase dessine, elle est précise, les termes sont limpides, etc. Mais que j'atteins la couleur par la suggestion. C'est-à-dire, il y a une phrase de Colette que j'ai toujours, l'écrivain Colette, qui est un de mes écrivains préférés. Colette disait dans sa correspondance avec son amie, la comédienne Marguerite Moreno, elle lui donnait des conseils d'écriture, Colette, et elle disait « Ne jamais décrire, toujours suggérer ». Et je trouve que ça, c'est une vraie leçon d'écriture. Moi, je suggère toujours. C'est vrai que je réalise que maintenant, tout d'un coup, il y a relativement peu de descriptions de physique de personnages dans vos livres. Non, très peu. Et que vous regardez quand il y en a, c'est un détail. Parce que c'est un art de la suggestion. C'est-à-dire que moi, si vous voulez, pour mettre ça en termes de rhétorique, pour ceux qui en font, je pratique la synecdoque. La synecdoque, c'est dire la partie pour le tout. Vous avez vu ça quand vous étiez à l'école, par exemple, on dit la voile au lieu de dire le bateau. J'ai vu des voiles au loin. Bon, c'est pas des voiles, c'est des bateaux. Mais on dit la partie pour le tout, ou c'est le fer pour l'épée. Dans Racine, et que j'adore, est le roi de la synecdoque. Et ben moi, j'écris totalement comme ça. C'est-à-dire, je donne toujours des petits détails pour que vous perceviez le tout. Et c'est vous qui fabriquez le tout. Donc, en fait, je pique votre imagination. Je vous oblige à être un lecteur qui participe à l'histoire. Et ça me fait penser qu'une fois, mon éditeur, Francis Esménard, qui est le petit-fils d'Albin Michel, puisque c'est une maison que son grand-père a fondée. Francis, il a maintenant à peu près 80 ans. Il est en super forme, comme quoi lire conserve. Parce qu'il a passé sa vie à lire et à éditer, mais à lire. Et un jour, il me dit, Éric Emmanuel, c'est quand même très curieux. Vos livres, je m'en souviens des années après, je m'en souviens 20 ans après, 15 ans après, 10 ans après. Alors qu'il me dit, la plupart des livres que j'ai lus, je les ai oubliés. Et je lui ai dit, mais ça vient de la façon dont j'écris. Parce que comme je demande à un lecteur qui participe, un lecteur dont je pique l'imagination en lui donnant le détail, et c'est lui qui fait le reste, forcément, au fond, mon récit peut rentrer plus profondément en vous que si j'avais tout décrit. Regardez ces romans américains qui sont exhaustifs, où on vous décrit tout. Outre que moi j'ai la nausée. Mais on ne distingue pas l'essentiel de l'accidentel. Et Voltaire disait que l'exhaustivité est l'art d'ennuyer. Je pense à Alain Robbe-Grillet notamment, qui pratiquait cette espèce d'hyper-réalisme qui virait à l'abstraction en fait par moment. C'est vrai. Comme Ponge parfois, ça virait à l'abstraction aussi. Non. Alors moi du coup, et donc c'est là que je retrouve la couleur. C'est parce que je suggère. Et donc je vous permets à vous de mettre vos couleurs. Alors, une autre citation de Madame Pinitzka, quand même, qui donc nous permet quand même de dire beaucoup de choses ce soir. Elle dit « Il y a un lieu destiné aux virtuoses, le cirque ». C'est qu'elle prend pour exemple en fait Pavarotti, que visiblement elle méprise, pour lequel elle éprouve une certaine forme de dédain. Elle dit « Pavarotti nous emmène jusqu'à lui, Chopin nous amène ailleurs ». Alors, c'est l'idée que l'art, ce n'est pas que la maîtrise. C'est-à-dire que celui qui a une emprise totale sur la maîtrise, sur la matière qui va travailler, c'est l'artisan. L'artisan, c'est-à-dire c'est celui qui exerce un art mécanique et manuel, qui exige un savoir-faire précis. Et l'art, aujourd'hui, n'exige plus cette même dose de précision. Peut-être qu'à un certain temps, ce fut le cas, mais aujourd'hui, ce n'est plus vraiment ce qu'on attend de l'art. Et
dans votre livre d'entretien aussi, vous dites l'écriture comprend 2 moments, c'est-à-dire le moment de l'artiste et le moment de l'artisan. Et vous faites notamment référence à votre grand-père qui était joaillier et sertisseur. Oui. Et comment est-ce que vous opérez donc ce passage de l'artisanat à l'art? Oh, ça me fait plaisir que vous me demandiez de parler de mon grand-père. Oui, moi, j'avais un grand-père artisan et ça a beaucoup compté dans ma vie, en fait. Je m'en rends compte. Il est parti lorsque j'avais 11 ans, donc, mais j'en ai profité jusqu'à l'âge de 11 ans. Et au fond, il est toujours là. Mon grand-père était joaillier sertisseur. C'est-à-dire qu'il faisait les bijoux, il fabriquait les bijoux, il réparait les bijoux. Des fortunes lui passaient entre les doigts, mais lui, il n'était pas riche, puisqu'il il était artisan seulement. Et mon grand-père passait des heures à son atelier, de 8 h du matin jusqu'à 8 h du soir, quasiment. Exactement comme moi quand j'écris. Quand je suis en train d'écrire un livre, je suis totalement dévoué au livre, j'existe à peine. Je suis que la plume du livre, j'obéis. Et je suis comme mon grand-père à ma table. Et mon grand-père récupère... il avait l'humilité aussi de l'artisan, et l'humilité du travail, et l'humilité de la patience. C'est tellement important. Je vais vous donner juste une petite anecdote. Le soir, il enlevait le grand tablier qu'il avait autour de son cou et qui passait sous son établi. Et délicatement, il récupérait dans ce tablier en cuir, au fond, en le glissant dans une pipette, la poussière d'or du jour. Parce que forcément, il avait limé des bagues, des colliers, des bracelets. Et il récupérait la poussière d'or. Et moi, petit garçon, je lui disais, mais enfin, papa, il n'y a rien. Je me moquais de lui, je disais, mais il n'y a rien dans ta pipette, il n'y a rien dans ton tablier. Et il me disait avec un petit sourire, attends, tu verras. Et il est mort à 60 et quelques années, malheureusement. Et ma grand-mère, qui l'adorait, j'ai rarement vu un couple aussi uni. Pour elle, c'était évidemment une immense catastrophe, mais c'était aussi une catastrophe financière, parce qu'elle s'est trouvée sans argent, puisqu'elle était la veuve d'un artisan, donc elle avait la retraite de la veuve d'un artisan, c'est-à-dire la moitié de presque rien. Et donc, c'était une catastrophe, mais ce qui l'a sauvé, c'est la poussière d'or. Parce qu'en toute une vie, mon grand-père avait fondu 7 lingots avec la poussière d'or. Et donc, voilà, la patience, l'humilité de mon grand-père, quotidienne, a finalement permis à ma grand-mère de vivre correctement jusqu'à la fin de ses jours. Je pense toujours à la poussière d'or quand je travaille. Toujours, 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 toujours. Et je pense à la patience de mon grand-père. C'est-à-dire que quand on écrit un livre, il y a un moment artiste et un moment artisan. Il y a un moment artiste, c'est quand on crée l'œuvre. Alors on y cède totalement et on écrit. Et moi, j'écris en plus sans inhibition critique. Je laisse dormir l'hémisphère critique du cerveau et je ne laisse fonctionner que l'hémisphère créatif. Et j'y vais. Bien sûr, en écrivant, je me rends compte que cette phrase est mauvaise, que là, il manque un petit pont, qu'il faudra couper, que là, il faudra allonger. Mais je ne m'arrête pas. Je vais jusqu'au bout de l'œuvre. J'accouche. Et après, je fais la toilette du bébé. Quand toute l'œuvre est finie. Et là, je passe au deuxième moment, qui n'est plus le moment de l'artiste, mais le moment de l'artisan. Et là, je retrouve la patience de mon grand-père et l'amour du travail bien fait que peut avoir mon grand-père. Et je lis, je lisse, je polis, je coupe, je refais, je restructure, etc. Avec une patience inépuisable, une patience qui vient de la passion. Car quand on est passionné, on est patient. Quand on n'est pas intéressé par quelque chose, on n'a aucune patience. Mais dès qu'on est passionné par quelque chose, on est très patient. Et donc, voilà, j'exerce la patience de la passion. Sinon, il y a quelque chose qui, je trouve, vous ressemble beaucoup dans Madame Piniska, c'est que votre admiration donc, pour Chopin soit autant enracinée en fait, dans votre affection pour votre tante aimée. Alors, je me demandais si c'était pas un jeu de mots d'ailleurs, tante aimée, la tante aimée. C'est extraordinaire, elle s'appelait comme ça. Elle s'appelait Aimée Buff avant. Et comme je mets dans le livre, et c'était Tante Aimée. Et ça lui allait tellement bien, parce qu'elle était Tante Aimée. Alors, je trouve justement, comme vous partez donc de votre affection pour elle, et que vous avez une œuvre qui, je pense, tire un tout petit peu vers quelque chose qui aujourd'hui est relativement dénigré, qui serait le sentimentalisme. Est-ce qu'il ne faudrait pas réhabiter le sentimentalisme ? En tout cas, le sentiment, si ce n'est le sentimentalisme. Non, parce que je pensais, en fait,
que la littérature a connu le romantisme, le réalisme, le surréalisme. Est-ce que la littérature pourrait connaître le sentimentalisme ? Mais c'est même plus que la littérature qui doit connaître le sentiment. Alors je refuse le sentimentalisme parce que ça devient un système. Mais moi je pense que la vie intellectuelle est aussi faite de sentiments. Moi je suis un véritable intellectuel, extrêmement bien formé, plus intellectuel que beaucoup de mes collègues. Mais je pense que la vie de l'esprit n'est pas que la vie de la raison. La vie de l'esprit, c'est aussi le sentiment, c'est aussi c'est ce que disait Pascal. La tête, le cœur, le corps, hein, les trois. Et je crois que nos vies sont faites de... Par exemple, quand j'étais prof, je me rends compte que si je voulais que mes élèves retiennent ce que je dis, il fallait les surprendre. Mais par exemple, une fois, j'ai commencé le cours, j'ai pris ma chaussure, je l'ai posée sur la table. Je peux vous dire qu'ils m'ont écouté après. Bon, ils m'écoutaient toujours, de toute façon. Mais c'est pas... Pourquoi ? Parce que je leur ai provoqué une émotion de surprise. Alors tout d'un coup, l'esprit s'ouvre. Moi, quand j'écris, je fais plein de choses comme ça. J'amuse, puis après, je vais m'ouvoir. Et puis, tout d'un coup, c'est divertissant, et j'arrive sur une phrase profonde, hop, et je vous laisse dans cette phrase profonde. Tout ça, c'est très concerté. Je sais parfaitement ce que je fais. C'est une vraie relation. Donc, j'utilise aussi le sentiment, mais pas que le sentiment. Le sentimentalisme, ça serait ça. Ça serait de ne croire qu'au sentiment. Je crois à l'esprit aussi, dans sa variante intellectuelle. Mais je trouve très sot, très sot, de réduire la vie de l'esprit à la vie de l'intellect. Ça me paraît totalement faux. La vie de notre esprit est aussi faite d'émotions, elle est aussi faite de sentiments, elle est aussi faite de valeurs. Et donc, il faut qu'il y ait tout ça pour que l'esprit soit vivant. On ne peut pas réduire l'esprit au pur intellect qui calcule et qui raisonne. Et c'est ce qu'a toujours fait la littérature. L'intellectualisme n'est pas une qualité littéraire. Alors, je vois que le temps a un peu avancé. Est-ce que vous auriez des questions pour Éric Emmanuel-Schmitt ? Là. Je crois qu'il y a le micro qui va circuler. Françoise, par ici, devant. Un monsieur au premier rang. Alors, là, regardez. Ah d'accord. J'appelle ma collègue pour le second micro, merci. Et s'il y a des questions, je vous demanderai de lever la main. Merci. Ma question était au sujet de votre cycle de l'invisible, puisque ce livre en fait partie, mais il tourne souvent autour des enfants. Je voulais savoir pourquoi. Parce que votre prochain livre en janvier, je ne sais pas s'il fait partie du cycle, mais c'est encore un enfant, c'est Félix. Oui. Quelle est la raison des enfants pour le cycle de l'invisible ? Je suis content que vous me posiez cette question parce que, pour moi, j'aime bien que les héros de ces contes, parce que ce sont plus des contes que des romans, ce sont des fables. Hein, c'est-à-dire des histoires qui délivrent du sens ou qui sont en tout cas à la recherche du sens. Les enfants, pour moi, dans ces histoires, sont des vrais héros philosophiques. Et moi, je trouve que les enfants sont spontanément philosophes. Pourquoi ? Souvenez que la première qualité du philosophe, selon Platon, c'était s'étonner. Hein ? L'étonnement est la première vertu philosophique. On n'est pas philosophe si on ne sait pas s'étonner. Que font les enfants ? Ils s'étonnent. Rien ne va de soi, ils posent des questions. Donc ça, c'est une qualité de l'enfance. Il y a aussi une très belle qualité de l'enfance qui est l'humilité. L'enfant sait qu'il ne sait pas. Alors souvent, nous adultes, on finit par croire qu'on sait. D'ailleurs, dès ma deuxième pièce, j'avais écrit là-dessus dans Le Visiteur, justement, Le Visiteur, à un moment, le héros disait les enfants sont spontanément philosophes, ils posent des questions, les adultes sont spontanément idiots, ils répondent. Mais moi, la preuve, je réponds à vos questions. Mais je crois que voilà, l'enfant sait qu'il ne sait pas. Et là encore, on retrouve Socrate. Je sais que je ne sais pas. C'est-à-dire la conscience de son ignorance. Ça, c'est une deuxième qualité de l'enfance. Et puis, l'enfant va aussi essayer de réfléchir, mais pas avec la culture, puisqu'il n'en a pas, mais avec ce qu'il a dans la tête. Son intellect, son cœur, ses émotions. Et c'est ce que fait le philosophe aussi. Être philosophe, c'est pas avoir de la culture. C'est prendre les outils qu'on a dans la boîte à outils intellectuelle et s'en servir. Moi, quand je faisais cours à l'université, je disais toujours à mes étudiants, ne dites pas ce que je dis, mais faites ce que je fais. Réfléchissez. Et moi, mon travail, c'était de les rendre maîtres de leurs pensées. Je leur livrais la boîte à outils, et maintenant, servez-vous-en. Hein ? Donc, alors, je valorise beaucoup l'enfance comme un âge très philosophique, au fond.
Et puis en plus, j'ai fait une expérience pédagogique lorsque j'étais tout jeune prof. On m'a proposé d'enseigner la philosophie pendant 3 semaines à des enfants de 11 ans. Alors que moi, j'avais des étudiants adultes à la fac. Et je me suis prêté à l'expérience et j'ai été abasourdi de voir que je pouvais avoir de vraies conversations métaphysiques avec des enfants, justement sur Dieu, sur le sens, sur le mystère, sur ce qu'on sait et sur ce qu'on ne sait pas, l'acceptation de ne pas savoir, etc. Et des questions d'une profondeur incroyable. Parce que les questions, ils se les posaient vraiment. Ce n'était pas par connivence intellectuelle ou par prétention qu'ils se posaient des questions philosophiques. Ils se les posaient véritablement et ils essayaient d'y répondre. Et là, je me suis dit, mais comment ai-je pu croire que j'étais devenu plus intelligent qu'un enfant intelligent? Je suis plus cultivé qu'un enfant intelligent, mais je ne suis pas plus intelligent qu'un enfant intelligent. Donc, tout d'un coup, j'ai pris dans la figure l'intelligence de l'enfant et je me suis dit que dans mes livres, il y aurait ça. Voilà, il y aurait toujours ça. Parce que je me souviens trop, parce que la même semaine, j'avais fait un cours à l'université. Moi, j'enseignais à Chambéry, l'université de Savoie. Et il y a un élève qui m'embêtait. Enfin, je veux dire, il intervenait toujours. Mais c'était plus pour montrer aux autres qu'il intervenait que pour vraiment intervenir. Vous voyez le genre. Et en même temps, je ne pouvais pas lui dire, quoi. Donc... je fais preuve de philosophie au sens de ma concierge. Et puis au bout d'un temps, il m'énervait tellement que je lui dis « Oui, mais Heidegger ». Et alors là, tout d'un coup, je l'avais terrassé parce que j'avais donné une référence à un philosophe allemand qui le Heidegger. Et alors là, du coup, là, je sens que dans rien que ce mot, alors que j'ai rien dit de plus, j'avais acquis un respect extraordinaire, etc. Je réessaye avec... rien que pour voir avec la classe des enfants de 11 ans, justement l'après-midi même, et j'ai dit oui, mais Heidegger. Il croyait que j'appelais mon chien. Et ça fait du bien. S'il vous plaît. Bonsoir, Éric Emmanuel Schmitt. Lorsque vous avez dit tout à l'heure qu'en littérature, donc lorsque vous êtes littéraire et donc littéral, vous faites travailler vos lecteurs, ne serait-ce pas la même chose au théâtre? Oui. Ne serait-ce pas la... Oui. Ça marche pas. Oui, ben je crois que le théâtre, c'est un art aussi très suggestif. Par exemple, si on est dans une situation très tendue et qu'un personnage, tout d'un coup, tire sur l'autre, il n'y a même pas besoin qu'il y ait un revolver. Tout le monde va y croire. C'est-à-dire, on s'appuie sur l'essentiel et on suggère énormément. Le théâtre est aussi un art extrêmement suggestif. C'est pour ça que je l'aime passionnément. J'ai fait des films et je les ai faits avec beaucoup d'amusement et beaucoup de joie. Et je crois que c'était partagé. Les acteurs, Catherine Fro et Albert Dupontel pour le premier, et puis Michel Larocque et Max von Sydow pour le deuxième, ont toujours dit qu'ils auraient adoré tourner avec moi, etc., etc. Mais j'étais presque déçu d'être obligé de donner toutes les images. C'est-à-dire, au lieu de susciter l'imagination, de la remplir. Vous voyez ? Parce qu'au fond, quand vous êtes spectateur de cinéma, votre imagination, elle ne fonctionne plus sur les images, parce que vous les avez en face de vous, ni sur les sons, ni même sur le rythme avec lequel vous appréhendez l'histoire. Et quand vous lisez à votre rythme. Si une phrase vous plaît et que vous tombez dedans comme on tombe dans une trappe, vous séjournez dans cette trappe, ça vous fait mûrir, puis après vous reprenez, puis parfois vous reprenez un peu plus haut, etc. Le cinéma vous ôte votre rythme d'absorption de l'histoire, vous impose des images et vous impose des sons. Le cinéma vous transforme en un spectateur beaucoup plus passif qu'un lecteur. Et je vois qu'il n'est pas d'accord. Ouais, mais c'est moi qui parle. J'ai vu, j'ai fait exprès. Et le théâtre est vraiment intermédiaire parce que, bon, le théâtre, il y a la chair, il y a la présence, il y a quand même des images. Mais je trouve que le théâtre est poétique par, je vais parler comme Diderot, par disette d'images. C'est-à-dire par absence, par famine. Parce que Diderot, quand il parlait de Marivaux, il disait que Marivaux était poète par disette de mots. Parce qu'il y a très peu de mots chez Marivaux. Racine aussi est un poète par disette de mots. Il y a 600 mots.
Donc ça provoque énormément votre imagination, ça la sollicite. Ben, je crois que le théâtre aussi, n'étant pas capable de produire continuellement des images, suscite votre imagination, et puis le théâtre s'appuie sur le verbe. Et le verbe, c'est un créateur d'images, mais d'images que vous créez. Donc c'est pour ça que j'aime tant passionnément le théâtre, et que pour moi le théâtre est un art littéraire. Allez, dites un mot sur le cinéma. Non, parce que je voudrais vraiment pas accaparer la parole. Je suis sûr qu'il y a plein d'autres questions. C'est vraiment... Non, mais vraiment... Après, alors. Après. Est-ce que... Je suppose qu'il doit y avoir d'autres questions, c'est ça, parce que j'en vois là-haut. Voilà, quand même. Ouais, vous avez une bonne voix. Vous avez parlé tout à l'heure de la difficulté que vous avez eue à écrire la part de l'autre concernant ce personnage. Je voudrais vous faire part de la difficulté que j'ai eue à rentrer aussi dans ce roman et le lire. Et je me suis dit, je lui laisse une chance. Par contre, ce que je voudrais savoir, c'est où avez-vous puisé l'énergie pour surmonter cette difficulté? Comment vous avez fait pour comprendre ce personnage? Merci pour cette question. Effectivement, maintenant, La part de l'autre est un de mes livres les plus lus, ce qui me réjouit, parce que je pense qu'il avait une grande ambition. C'est un livre qui a 20 ans maintenant, presque. Et il est chaque année encore plus lu que les années précédentes. J'ai écrit ce livre parce que je voulais comprendre comment on devient un salaud, comment on devient nazi, enfin mieux même, comment on devient Hitler. C'est pour ça que le livre commence en 1909, quand le vrai Hitler rate l'Académie des Beaux-Arts de Vienne. Et moi, j'écris à la fois l'histoire du vrai et puis l'histoire du faux, Adolf H., celui qui va réussir in extremis l'Académie et qui va donc se développer non pas sur la rancœur, le manque et le désir de vengeance, mais sur l'épanouissement de soi. Et donc, je vais raconter deux psychologies. La psychologie du virtuel permettant d'expliquer la psychologie du réel, parce qu'au fond, celui que je veux faire comprendre, c'est Hitler. Au début du livre, ce n'était pas difficile de vivre avec le vrai Hitler. Ce n'était pas difficile parce qu'il n'est pas le monstre qu'il est devenu. J'ai beaucoup travaillé historiquement, en m'appuyant beaucoup sur tous les recherches de Ian Kershaw, le grand historien écossais, qui est vraiment extraordinaire sur Hitler. Hitler, par exemple, dans sa jeunesse, n'est pas antisémite. Son antisémitisme arrive à un moment précis de sa vie, comme un système d'explication, etc., etc. Et puis, bon, quand il a je le prends, il a 19 ans, il a des problèmes avec les filles, c'est courant. Il est triste parce qu'il a perdu sa mère d'un cancer du sein, c'est infiniment respectable. Il aime la musique, dès qu'il a un peu d'argent, il va à l'opéra, il veut devenir peintre. Il est sympathique, ce garçon. Il est très très sympathique, j'ai absolument rien à... Et puis tout d'un coup, je montre comment se crée une personnalité qui va devenir celle que l'on connaît. Je vais dans le laboratoire et je montre comment ça se fabrique. Alors, au début du livre, j'avais aucun mal à écrire. Et plus j'avançais dans le livre, effectivement, vous l'avez senti, plus je souffrais. Parce que tout d'un coup, j'étais moi-même à l'intérieur du monstre, quoi. J'avais laissé le monstre venir à l'intérieur de moi pour le comprendre, ce qui est une épreuve limite. Et dans la 4e partie, là, carrément, c'était devenu insupportable. C'était devenu insupportable. Et à ce moment-là, la 4e partie, j'ai décidé de le tuer au plus vite, c'est-à-dire d'écrire toutes les parties Hitler, le vrai, jusqu'à ce qu'il se suicide dans son bunker. Voilà. Et puis en disant, bon, je sais ce que je vais écrire pour l'autre, mais je le laisse en creux, parce que si je ne le fais pas mourir bientôt, je ne finirai jamais ce livre, tellement je ne pouvais plus supporter de vivre avec le Hitler que l'on connaît, et que je connaissais encore mieux, puisque j'avais énormément travaillé et j'étais rentré à l'intérieur de lui. Le jour où j'ai raconté la scène où Hitler se tue après avoir testé le poison sur sa chienne adorée, après l'avoir donné à Eva Braun, et avant de le prendre lui-même, le soir je suis descendu, et à l'époque j'avais une grande partie de ma famille qui était là, et particulièrement mes neveux et mes nièces que j'élevais et qui avaient 10-11 ans. Et je m'installe à la table et ils me regardent et ils me disent « Tu l'as tué ». Et je leur dis « Mais oui, mais… » Bon, ils savaient que j'écrivais un livre sur Hitler, puis rien d'autre. Et puis en plus, je faisais ça dans une pièce spéciale de la maison que je fermais à clé, parce que je ne voulais pas qu'ils se mettent à consulter tous les livres que j'avais. Bon. Et
Et je dis, comment vous le savez? Il me dit, parce que c'est la première fois que tu souris depuis 3 mois. C'est un accouchement dans la douleur. Oui. Parce que moi, quand un personnage boite, je boite. Alors, j'avais laissé Hitler rentrer totalement en moi, et donc j'étais devenu taiseux, paranoïaque, suspicieux, malade dans mon corps, j'étais pas bien, etc. Mais paranoïaque au point qu'une fois, je me promenais dans la rue avec mes neveux, et que j'entends un sifflement, et je dis « couchez-vous tous ». J'avais entendu un shrapnel. C'était un vélo qui freinait. Hein. Donc, parce que on écrit, ça ressemble à de l'hallucination aussi, à certains moments de la création. Donc, j'étais borderline. Je ne sais pas du quel côté de la ligne, mais j'étais borderline. Et donc, après, voilà, je me suis guéri de cet Hitler en écrivant la vie de l'autre sur la 4e partie et en réintégrant la vie de l'autre. Donc, en fait, j'avais dans le livre le médicament, j'avais dans le livre le poison et le médicament. J'avais le poison, c'était Hitler, mais j'avais l'antidote, c'était l'autre. Et c'est comme ça que je suis arrivé à écrire ce livre. Et à passer quand même des années, mais surtout plusieurs mois d'écriture, en essayant de comprendre de l'intérieur la personne que je hais le plus au monde. Ce qui est quand même une épreuve. Après, j'avais décidé d'écrire un livre sur un serial killer célèbre dont je ne dirai pas le nom. J'ai renoncé. Je me suis dit qu'il fallait que je change de compagnie. Et j'ai écrit justement juste après Oscar et la Dame Rose. Voilà. La Dame Rose m'a fait du bien. Encore une question, pardon. Oui, bonsoir. J'ai trouvé très intéressant tout ce que vous disiez sur la musique. J'adore le titre. Levez-vous, s'il vous plaît. Vous faites-moi un signe que je vois Voilà, où vous au êtes. signe. Voilà. Ah, merci. J'ai trouvé très, très amusant le titre Pourquoi autant de crétins vivent alors que Beethoven est mort. Et j'ai la plus grande admiration pour Beethoven. Et pensez-vous pas que la musique, par rapport aux autres arts comme le théâtre ou la littérature, s'adresse justement, vous faisiez allusion aux émotions, au cœur. Est-ce que ça ne provoque pas une émotion assez indicible chez nous? Je peut-être connaissais le titre de ce livre de Christian Maïs, je crois que Shell 622, où il raconte l'histoire d'un homme qui un soir écoute le concerto pour clarinette de Mozart et est étreint par une émotion indicible, une émotion qui est quasi platonicienne, parce qu'à ce moment-là, il a comme la révélation du beau avec un grand B. Est-ce que c'est pas une chose qui peut nous faire entrevoir l'infini et le divin? Ah oui. Vous allez totalement dans le sens moi, de ce que j'ai écrit, par exemple, dans Ma vie avec Mozart, où je raconte comment Mozart m'a sauvé la vie. Lorsque j'avais à 15 ans, j'étais dans ces dépressions d'adolescents qu'on connaît, et j'avais vraiment planifié mon suicide. Et fort heureusement, un professeur de musique emmène 4-5 élèves de ses élèves préférés à l'Opéra de Lyon, et j'ai vu Les Noces de Figaro de Mozart. Et tout d'un coup, quand la grosse dame est rentrée sur scène et qu'elle s'est mise à chanter, en 4 minutes et demie, j'étais guéri. S'il y avait des choses aussi belles sur Terre, j'allais rester. C'est-à-dire, la musique, par sa sublimité, par sa beauté, m'a redonné l'amour de la vie. Parce que qu'est-ce que c'est la dépression? C'est la mort du désir. Je ne désirais plus rien. Et tout d'un coup, cette musique de Mozart m'a redonné le désir. Et donc, pour moi, Mozart, c'est pas que Mozart. Mozart, c'est comme un chiffre, une clé, quelque chose qui renvoie à tout ce qui est aimable, tout ce qui est digne d'admiration, tout ce qui fait la lumière de la vie. Et donc, voilà, oui, moi, Mozart m'a guéri au plus intime de l'intime, comme la guérison par la beauté. Voilà. Donc, dans ce livre, je raconte plein de choses. Par exemple, vous êtes triste. Vous êtes triste. On est tous bêtes quand on est triste. Non pas, on n'est pas triste d'être bête, mais la bêtise de la tristesse, c'est qu'on croit qu'on est seul au monde à être aussi triste, que jamais personne n'a été aussi triste. Hein, c'est vrai, il y a quelque chose de très égocentré dans la tristesse. Et tout d'un coup, vous entendez une musique triste de Schubert, de Chopin, de Mozart, et vous vous dites, ah bah lui aussi, alors il connaît. Et donc déjà, première leçon de philosophie, vous vous rendez compte que la tristesse, c'est universel. Il n'y a pas de vie humaine sans qu'il y ait de la tristesse. Déjà, ça vous fait prendre une certaine distance par rapport à vous et ça relativise. Et puis, vous continuez à écouter et vous éprouvez de l'admiration pour ce qui est en train de s'énoncer, c'est-à-dire vous dites « Ah, mais c'est beau !» Parce qu'effectivement, avec Chopin, Schubert, Mozart, il transforme la tristesse en beauté. Deuxième leçon de philosophie,
Si la tristesse est belle, je peux aimer la tristesse. C'est la leçon de Spinoza. Il faut aimer la nécessité. Il faut aimer ce qui est nécessaire, pas seulement l'endurer ou le subir. Et donc vous passez encore à une étape supérieure de votre vie spirituelle. Donc la musique, c'est énorme ce qu'elle peut nous apporter. Moi, mes textes sur la musique racontent ça. Racontent comment la musique est un adjuvant spirituel, un guide spirituel. Voilà, je crois que j'ai répondu à votre question. Bien. Oui, dans la présentation, il est question d'écoutoir. Oui, effectivement, Flaubert appelait son bureau son gueuloir, parce qu'il disait ses textes à voix haute pour repérer les imperfections et pour repérer les répétitions, etc., etc., etc. Et moi, j'appelle, c'est par jeu avec lui que j'adore Flaubert, bien sûr, et par jeu avec lui, moi je dis mon bureau c'est mon écoutoir, parce que moi, je ne dis pas les textes à voix haute, je les entends. Et donc je suis recroquevillé comme une grande oreille et totalement à l'écoute de mes personnages et à l'écoute de mes phrases aussi, pour voir si elles sonnent bien. Mais je n'ai pas besoin de les dire, je les entends. D'ailleurs, il y a une étude d'un neurologue, professeur de neurologie au Collège de France, que j'avais rencontré, qui me disait que de toute façon, quand on lit, on vocalise toujours. Hein. Même quand on lit très, 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 très vite, on vocalise, c'est-à-dire on entend les sons dans sa tête. Il n'y a pas de lecture sans vocalisation. C'est-à-dire, en fait, toute lecture reste orale, quoi qu'il arrive. Donc c'est pour ça que je me dis, c'est pas la peine que je me fatigue à prononcer les choses. J'écoute et puis voilà, c'est pour ça, mon écoutoir. Bien. La musique intérieure, la musique de la langue aussi. Ça m'amuse parce qu'hier j'étais à Bonn, en Allemagne, et j'étais sur la scène de l'opéra de Bonn avec l'orchestre symphonique de Bonn. Et on me lit beaucoup en Allemagne, etc. Mais là, les Allemands m'avaient appelé pour leur demander de leur expliquer Debussy, la musique de Debussy. Et je leur montrais comment la musique Et je pense qu'il n'y avait qu'un écrivain qui pouvait raconter ça. Je leur montrais comment la musique de Debussy est profondément française. C'est-à-dire que ces mélodies sont la mélodie de la langue. Hein, et que c'est quasiment unique dans l'histoire c'est le début de quelque chose. Ça avait commencé avec Massenet juste avant. Et pour vous donner un exemple, si vous voulez, d'écoute, avant, les écrivains français écrivent le français comme si c'était de l'italien ou de l'allemand. Par exemple, Bizet, que j'adore, dans Carmen, la scène finale, c'est toi, c'est moi. Bon, alors ça tombe sur les temps, sur les temps forts. C'est 1, 2, 3, c'est toi, c'est moi. Bon. Debussy, jamais sur le premier temps, et le temps appuyé est ailleurs. Par exemple, Mélisande dit « Ne me touchez pas, ne me touchez pas ». C'est-à-dire, c'est jamais sur les temps forts. Et donc, il y a une espèce de mélodie légère, etc. Et donc, il est allé chercher la logique du français pour créer ses propres mélodies. Donc, je pense que moi, quand j'écris aussi, j'essaye de me servir de la mélodie du français. Alors, pas dans toutes les phrases, malheureusement, je n'y arrive pas, mais il y a des moments où voilà, j'essaye de trouver la mélodie propre du français parce que j'ai une oreille de musicien. Voilà. Et vous savez, moi, quand je lis, je peux tout de suite dire si c'est horrible hein, ce que je vais dire. Je peux tout de suite dire si l'écrivain est musicien ou pas. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Et quel est son degré d'appréhension musicale. C'est parfois très gênant. Alors, je ne vais pas vous donner des noms, mais une fois, j'étais... Pourtant, j'ai envie. Hein. Mais une fois, j'avais lu, parce que c'était une émission où je devais être avec... c'est une femme écrivain, je devais être avec cette femme écrivain sur le plateau, et j'avais lu son livre. Et j'avais mal... Vraiment, j'avais mal aux oreilles en lisant son livre, parce qu'elle faisait des effets de musique, mais qui sont tellement sommaires, du genre des phrases qui faisaient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, scandées comme ça. Et je me dis, oh là 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 là. Et puis, c'était une émission à la télévision suisse, et puis
la journaliste me fait parler de la musique, etc., etc. Et puis elle se tourne vers la personne en lui disant « Et vous, vous aimez la musique ?» Moi, je savais la réponse. Hein. Elle a dit « Non ». Elle lui dit « Vous écoutez beaucoup de musique ?» Je savais aussi la réponse. Elle dit « Non ». Et puis elle ajoute, et là aussi je savais la réponse, « Si, du hard rock ». C'est-à-dire c'était écrit comme ça, quoi. C'est un embryon de musique, mais pas de la musique. Parce que le rythme, c'est pas ta, ta, ta. C'est quelque chose de... Chez Mozart, vous n'entendez pas les barres de mesure, hein, chez Debussy non plus. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus subtil, beaucoup plus sinueux, c'est des arabesques. Oui. Alors moi, c'est terrible, parce que j'ai ça, et donc quand je lis les autres, je souffre. Mais je remarque que la plupart de mes contemporains ne souffrent pas. Et donc là, l'écrivain accablé de surdité ne souffre pas du tout, lui. Mais c'est normal que les sourds ne souffrent pas du bruit. Hein? Ils ne se sont jamais allongés sous un piano. Voilà, exactement. Oui? On va prendre une dernière question. Ma poussière d'or? On prend une dernière question. Moi, quelle est ma poussière d'or? Je ne sais pas. J'espère qu'elle est un peu dans les livres et puis elle est pour les miens. J'espère que je leur fournirai beaucoup de poussière d'or quand je ne serai plus là. Ça, c'est un de mes vœux les plus chers, bien sûr. Mais Une déjà, dernière question ici. Et ensuite, Alors, pour terminer en musique, oui. vous avez fait une dichotomie entre le dessin de Bach et la couleur de Chopin, en reprenant la querelle de l'Académie royale de peinture et sculpture de 1690 environ. Je pense que Bach n'est pas du tout uniquement dessin, parce qu'il y a des canons dans ses motets et dans sa messe en si mineur qui sont d'un colorisme absolument flamboyant et presque impressionniste. Et bien dans l'ouverture de cette messe, dans l'introit. Et puis, je crois que Chopin non plus n'est pas du tout uniquement couleur, parce qu'il y a une architecture d'une sophistication exceptionnelle en dessous de la couleur de Chopin. La couleur vient comme une aquarelle, donner du mystère à cette cathédrale qui est sa partition. Mais bien sûr, c'est Madame Pilinska qui dit ça. Elle est d'une mauvaise foi absolue. Et pourquoi dit-elle ça? Vous avez lu le livre? Non. Non, mais alors je vais vous expliquer, vous comprendrez, vous allez mieux comprendre. Bien sûr que Bach a un sens des timbres, mais en même temps, sa musique peut exister sans les timbres. Alors que je ne sais pas si la musique de Chopin peut exister sans la conception qu'elle a des résonances du piano, etc. etc. Je veux dire, les œuvres de Bach, on voit par exemple que des œuvres de Bach peuvent supporter tout à fait d'être jouées soit au clavecin, soit sur un piano moderne, soit même sur un xylophone ou un vibraphone. On ne perd pas grand-chose, enfin, on ne perd rien. Par contre, dans les œuvres orchestrales, il y a un goût pour les timbres qui est absolument merveilleux. Madame Pilinska dit ça parce que le petit merdeux qui est en face d'elle, c'est-à-dire moi, à 20 ans, estime que Bach est au-dessus de tout. Et donc, Madame Pilinska s'énerve en disant non, mais Bach pensait l'harmonie, la mélodie, le contrepoint, etc., mais il ne pensait pas le timbre ou la couleur comme peut le penser Chopin. Et effectivement, le propre de Chopin, c'est qu'il a écrit uniquement pour le piano. Uniquement pour le piano. C'est-à-dire que c'est le seul grand compositeur mono-instrumental. Il y a quand même les deux concertos. Oui, non, mais il avait 17 ans et puis il a arrêté après. Et puis, on ne peut pas dire qu'il jouait avec l'orchestre. Hein. Vous avez raison. De toute manière, il avait compris que le piano était un orchestre en réduction. Voilà, et c'est son instrument. Donc c'est le seul compositeur mono-instrumental, pas le seul génie absolu, parce qu'après on peut en citer plein d'autres, mais bon, de ce niveau-là. Et en fait, pour moi, c'est pas une infirmité, c'est ce qu'essaye de dire Madame Pilinska, c'est-à-dire que Chopin pensait les résonances, les timbres, les harmonies, tout ce qui se passe sur le clavier. Et il écrivait
quelque chose qui devait sonner ainsi. Alors que Bach écrivait des choses qui peuvent se jouer sur d'autres instruments. Donc, comme elle est très énervée, c'est comme ça qu'elle dit Bach faisait du dessin, Chopin de la peinture, mieux même de l'aquarelle. Voilà. Bien, merci infiniment, Monsieur Schmitt, pour cette générosité. On a bien fait de vous attendre aussi longtemps. Alors vous C'est savez, un merveilleux moment. je vous avais dit un truc terrible tout à l'heure, c'est que vous m'avez dragué et je m'en étais pas rendu compte. Et non. Merci. Merci Pierre-Édouard aussi pour la pertinence des questions. Merci infiniment. Monsieur le maire d'Anguin, Philippe Sueur, est là. C'est quelqu'un qui est sincèrement féru de livres. Il est ravi que vous soyez là, Monsieur Schmitt. Je voudrais lui passer la parole pour clore. Et merci beaucoup. Tout est dit, mon Dieu. Bien, je ne peux pas m'exprimer ici parce que ou je vous tourne le dos ou également. Donc je suis encore là dans un débat avec moi-même. Mais vous nous donnez les clés de la sortie. Je vais me mettre sur le côté. D'abord, merci, chère Françoise Panetier, la directrice de notre médiathèque, pour organiser avec son équipe ces conférences. Merci, Madame Azoulin aussi. C'est aussi grâce à vous que Éric Emmanuel Schmitt est parmi nous ce soir pour notre plus grande jubilation, délectation. Merci aussi, cher public, parce que là, vous êtes plus de 300, voire 400 ce soir. C'est tout le sens qu'on doit donner à ces lieux, à ce travail de médiation culturelle, pour vous donner tout simplement les voies, les chemins de ce qui vous donne du bien, du bonheur. Et avec vraiment Éric Emmanuel Schmitt ce soir, nous avons une belle leçon. Oui, mais franchement, c'est là qu'on se dit quand même qu'on est dans un pays merveilleux où on peut y réunir plusieurs centaines de personnes autour d'un écrivain. Ouais. Vous savez, moi je voyage beaucoup, j'ai une carrière dans 50 pays, comme vous le disiez gentiment en entrée, mais il y a quand même une folie purement française qui est l'amour des livres, de la littérature et éventuellement des écrivains. C'est une chose qui est absolument magnifique et assez rare. Vous savez, être un écrivain aux États-Unis, c'est rien. Dans beaucoup de pays, c'est rien. En France, on a l'amour des écrivains, les avenues, les rues portent les noms des écrivains, comme en Russie, comme dans tous les grands pays littéraires, parce que la Russie est aussi un immense pays littéraire et artistique. C'est absolument merveilleux. Et moi, maintenant, qui ai le bonheur de faire partie de l'Académie Goncourt et donc de donner le prix Goncourt depuis 3 ans chaque année, je peux vous assurer que le jour du Goncourt, c'est à Drouan, Angela Assouline peut l'affirmer, c'est le Festival de Cannes. Vous avez des journalistes montés sur les réverbères, vous avez la foule. Il n'y a pas un pays au monde pour la remise d'un prix littéraire où il y a une hystérie pareille. Alors vraiment, les Français sont habitués à dire toujours beaucoup de mal d'eux-mêmes. Là, on peut dire du bien les Français peuvent dire du bien des Français. Il y a quand même dans ce pays une envie de littérature, une énergie de la littérature, un amour de la littérature qui est quand même assez unique. Donc, je vous remercie pour ça. Voilà, bravo. Bravo. Vos applaudissements sont l'expression même que je voulais porter à Éric Emmanuel Schmitt. Merci de nous avoir donné une leçon de liberté, une leçon de modestie, de nous avoir invités en quelque sorte à philosopher, c'est-à-dire à écrire du bonheur, à le chercher en nous. C'était vraiment tellement savoureux de vous écouter. Et puis, il y a quelques leçons qui sont un petit peu plus importantes que croire, ce n'est pas savoir nécessairement. Et ça me rappelle, je ne vais pas faire aussi l'étudiant de Chambéry, mais Saint-Augustin disait qu'il faut croire ce qu'on comprend et comprendre ce que l'on croit. Et l'homme public que je suis, je ne dis pas l'homme politique, je n'aime pas ça, c'est ce que j'essaie toujours de mettre en pratique
également de le traduire et de le partager avec mes collègues, et puis avec vous, mes chers concitoyens. Mais surtout, merci de nous avoir promené, en quelque sorte, c'était une promenade qui nous mène bien sûr constamment musique et littérature, mais surtout une promenade où on peut trouver la couleur, où on peut trouver du bonheur. Et j'ai simplement envie de dire, en regardant votre prénom, parce que vous avez beaucoup parlé de gémilité, d'altérité, et chacun connaît le sens d'Emmanuel, donc Dieu est avec nous, mais tout à l'heure j'ai osé aller dans effectivement mon iPhone pour connaître l'origine d'Éric, d'origine scandinave. Eh bien, c'est le maître de tout. Souverain. C'était donc ça. Voilà, le maître de tout. Alors, vous avez, voilà là, ici même, effectivement, un maître. Et mesdames et messieurs, il y en a qui vont voir les sophrologues. Eh bien, moi, je vous invite à lire Éric Emmanuel Schmitt.